Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. J'ai fait le tour des séries actuelles et j'avais envie de vous proposer un top un peu différent de ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Histoire de changer un peu, voici un petit palmarès des pires vilains qu'on a pu voir à la télévision ces dernières années. Pour classer un peu tous ces psychopathes, je me suis servi d'un système de notation simple et aussi complet que possible. 6 caractères vont déterminer si l'un ou l'autre est pire que le précédent. On commence d'abord par l'impact de notre personnage, que ce soit sur le spectateur ou sur le héros. C'est un élément essentiel pour déterminer son importance et son degré de nocivité. Ensuite, son niveau de sadisme. Parce que s'il commet les pires atrocités, mais qu'en plus il prend du plaisir à faire souffrir, mérite bien une petite place de plus quand même. Son charisme ensuite, parce qu'un vilain qui passe 10 minutes à raconter son plan au héros après l'avoir capturé et sécurisé et qui lui laisse assez de temps pour s'enfuir et se préparer un petit café n'a pas sa place dans ce classement. On continue avec son intelligence et la qualité des plans qu'il a pu mettre au point. C'est ce détail qui transforme un super vilain en vrai némésis. Son assurance ensuite, histoire de voir s'il a le recul de savoir qu'il est la vraie menace et qu'il prend plaisir à bien le faire voir autour de lui. Et pour finir, sa qualité de meurtrier, à savoir le compteur approximatif de ses victimes directes ou indirectes. La petite cerise sur le gâteau qui fait la différence entre un enfoiré et un seigneur du crime. Ce classement est totalement subjectif et je sais que vous en aurez probablement un meilleur. Je sais que Walter White de Breaking Bad a tué des milliers de personnes à cause de son trafic, que Vic Mackey de The Shield est le plus gros pourri des forces de police, ou que quelques démons de Supernatural comme Lucifer sont capables de réduire en cendres une partie de l'humanité, ou que le maître de Doctor Who mérite plusieurs tomes dans l'encyclopédie du crime, mais j'ai décidé d'éliminer les anti-héros, les démons et les extraterrestres. Il y a une exception, mais je suis fan de l'acteur donc j'avoue ma faiblesse. Et comme je sais qu'il y aura des réactions, j'ai quand même préparé une petite surprise à la fin, histoire de satisfaire tous les frustrés. Générique. Premier prétendant au trône du meilleur vilain de l'histoire des séries, retrouvons Arthur Mitchell, alias le tueur de la Trinité. Il apparaît dans la saison 4 de Dexter et est interprété par John Lithgow, qui a reçu pour ce rôle un Golden Globe et un Emmy Award en 2010. Quand il croise le chemin de Dexter, il représente rapidement un modèle pour notre psychopathe préféré, parce qu'Arthur Mitchell réussit à continuer une vie totalement normale en parallèle de ses activités de tueur en série. Pourtant, quand le vernis craque, Dexter s'aperçoit que ce modèle n'est pas aussi parfait qu'il semblait être. Arthur est complètement malade. Pour Dexter, ça ne paraissait pas évident au départ, mais la centaine de crimes était quand même un gros indice pour montrer qu'il n'était pas vraiment parfait. Histoire de rajouter une petite médaille à son palmarès, il faut quand même noter que le tueur de la Trinité a réussi, avant de se faire découper par Dexter, à emporter avec lui Rita, la femme de notre héros, et à laisser leur fils dans la flaque de sang laissée par cette dernière victime. C'est le seul tueur en série à avoir réussi à mettre notre héros en danger et surtout à emporter avec lui le seul maillon qui retenait Dexter dans la vie normale. Le mode opératoire du tueur de la Trinité est rempli de sadisme. Il prend plaisir à mettre en scène la mort de ses victimes et de les pousser à observer ce qui leur arrive. Il justifie ses actes en plaçant sur chaque scène de crime un petit peu des cendres de sa sœur, morte il y a bien longtemps. Arthur Mitchell est un homme de famille qui fait régner la terreur à la maison. Il n'inspire pas l'autorité et reste quand même en retrait, même s'il est aimé de tous les membres de sa communauté. C'est un homme de société, mais pas un meneur. Un tueur en série qui a réussi à tuer d'une manière différente à chaque fois sans jamais avoir été inquiété pendant plus de 30 ans est un joueur d'échecs du crime. Il a quand même quelques faiblesses parce qu'il est mené par la vengeance. C'est son point faible. Il reste persuadé qu'il ne sera jamais inquiété, mais il montre des signes de doute et n'inspire pas la confiance absolue. On commence tout doucement avec pas moins de 122 victimes au palmarès du garçon. Un bon départ, mais j'en ai encore sous le coude. Son vrai nom dans la série Netflix est Kevin Thompson. Ses parents ont tenté sur lui un traitement expérimental qui a eu pour effet secondaire de lui donner le pouvoir de contrôler les esprits. Kilgrave est interprété par David Tennant, qui réalise un travail exceptionnel comme à son habitude. Comme tous les enfants, Kevin a essayé de pousser ses parents pour obtenir ce qu'il veut. Ses capacités dépassent vite ses espoirs et il fait ses premiers essais sur eux en provoquant leur fuite effrayée. La suite logique, c'est une enfance qui se poursuit sans aucun modèle et sans aucun interdit. Kevin ne fait donc aucune différence entre le bien et le mal. Sa morale reste dans cet appartement où il a vu ses parents s'échapper comme deux petites souris apeurées. Et ce n'est pas qu'un tueur en série. Quand monsieur a une envie, même si c'est juste une belle femme, il n'a qu'à parler et se laisser aller à ses penchants les plus sombres. Voilà comment il rencontre Jessica et pourquoi il la retrouve dans la première saison sur Netflix. On sait très rapidement que Kilgrave a détruit la vie de Jessica Jones dans le passé. Ses pouvoirs lui ont permis d'utiliser la pauvre jeune fille de toutes les manières les plus tordues qui existent, que ce soit en machine à tuer, en compagne forcée ou en garde du corps hors catégorie. C'est un psychopathe qui n'a aucune notion de morale. Il ne prend pas forcément plaisir à chaque fois qu'il prend le contrôle de quelqu'un, mais il n'a aucun remords d'utiliser les gens comme des outils. Et si en plus il veut blesser, alors là, une prise de contrôle devient un vrai spectacle pour lui.
Le charisme est la qualité d'une personne qui séduit, influence, voire fascine les autres. On peut donc dire que sur ce point, Kilgrave est hors catégorie. C'est de la triche, donc cette note ne compte pas. Il est très futé, il organise parfaitement son petit plan pour retrouver Jessica et reprendre son contrôle, pour pouvoir continuer son petit chemin tranquille. Mais ce n'est pas le maître à penser, et c'est par là qu'il va tomber. Il sait qu'il aura ce qu'il veut quand il le veut. Il est donc sûr de lui à 100% et le fait savoir à qui peut l'entendre. Il parle un peu trop, pourtant c'est une faiblesse. Nous n'avons pas au départ de la première saison de Jessica Jones le compte des victimes de Kilgrave. Il doit tout simplement se compter en centaines quand on voit ses capacités et surtout son absence totale de morale. Geoffrey est le fils aîné de la famille Baratheon. Il a un frère Tommen et une sœur Myrcella qui ont comme lui les cheveux en or de leur père Robert. Comment ça c'est Jaime, le frère de Cersei, qui est blond? Enfin, c'est l'héritier au trône et est interprété par Jack Gleeson qui n'a pas réussi à faire ses courses pendant près de 2 ans sans recevoir tout un tas de projectiles au visage. On ne peut pas parler d'impact sur le héros de l'aventure parce que dans Game of Thrones, il doit y avoir à peu près 54 héros différents qui peuvent mourir à chaque seconde. Par contre, son impact sur le public a été véritablement hallucinant. Je crois qu'il a été la personne la plus détestée de la télévision des 10 dernières années et sa mort le moment le plus fêté de la planète, loin devant les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Comment dire? Les passages où il a démontré ses qualités de tortionnaire ou de psychopathe ont fait de lui l'un des maîtres à penser du sadisme à la télévision. Il prend littéralement plaisir à voir souffrir les autres, ça en devient même gênant. Il a réussi à obliger Sansa à regarder la tête de son père et de sa septa empalée sur une pique pendant de longues heures. Il l'a également maltraité un nombre de fois incalculable et a même été capable de traiter 2 femmes de joie comme de simples objets de torture et les transformer en cible pour son arbalète. Capable de couper la langue d'un troubadour juste parce qu'il n'arrive pas à le faire rire. Comment dire? Les passages où il a démontré ses qualités de leader. On passe au suivant. Suivant. Si on se limite à compter les victimes de Geoffrey, il ne serait pas bien loin dans cette liste, mais c'est plus le potentiel de roi qui me pousse à le mettre parmi les 10 pires vilains de l'histoire. Geoffrey a des tendances de psychopathe qui le rendent vraiment inquiétant pour l'avenir de ses sujets dans Game of Thrones. On voit une petite bribe de ce qu'il aurait pu faire en tant que roi, quand après avoir reçu un projectile sur le visage venant de la foule, il donne l'ordre à sa garde d'éliminer tout le public des rues de Port-Réal. Il est encore jeune quand il devient roi, et son âge le limite dans les décisions qu'il peut prendre, mais avec quelques années de plus, il aurait été capable de décider de la mort de milliers de personnes autour de lui. En parlant des personnages les plus détestés et en même temps les plus psychopathes de l'histoire des séries, on ne peut pas vraiment laisser passer Negan. Joué par Jeffrey Dean Morgan, c'est un des plus gros malades que j'ai pu voir à la télé. À lui seul, il a été capable de retourner tous les points de vue des personnages principaux de The Walking Dead, mais aussi de remettre à zéro toutes les alliances qui avaient été mises en place et tuer 1 ou 2 personnages principaux. Mais chut, c'est encore trop frais. Negan représente son règne comme nécessaire dans ce monde de chaos et ses décisions complètement tordues sont justifiées par le besoin selon lui de devenir un tueur sans morale face à un univers qui est devenu bien plus dangereux et impitoyable que ce qu'il était quand il avait encore sa femme. Accompagné de Lucille, sa batte de baseball montée de fil barbelé, il est capable des pires atrocités tout en pensant qu'il est juste et nécessaire pour ses fidèles sujets du sanctuaire. Je ne sais pas vraiment s'il prend plaisir à faire souffrir, je pense plutôt qu'il voit ça comme une belle mise en scène pour asseoir son autorité. Le règne par la peur. Le personnage de Negan a quand même l'avantage quand il devient un tueur implacable de montrer tout le charisme qu'il a en lui. Il met en scène ses exécutions et laisse monter la pression à chaque fois pour bien faire flipper tout son auditoire. C'est un dangereux malade mais aussi un meneur d'hommes sans précédent, ce qui fait de lui l'un des personnages les plus dangereux qu'on ait pu voir à la télé, même si le gouverneur avait déjà montré quelques capacités assez impressionnantes à ce niveau. En termes d'intelligence, on monte avec Negan d'un bon gros niveau. Il sait mettre en place des plans et des stratégies avec quelques coups d'avance et être à l'endroit où on l'attend le moins. Un stratège sans précédent dans la série. C'est la suite logique des 2 critères précédents. Il n'est pas sûr de lui, il sait qu'il ne peut pas se tromper. C'est pas pareil. Il est invincible et intouchable. C'est un dieu dans le sanctuaire. Son compteur de mort directe monte à 24. Mais en tant que chef des sauveurs, il a potentiellement à son actif des centaines de victimes assassinées par la main de ses sujets. Même s'il est largement en dessous de Rick dans le compteur des êtres humains tués, c'est vraiment la manière et le choix de ses victimes qui font de Negan l'un des pires tueurs de l'histoire des séries. On change complètement d'univers avec Gus Frings, parce que ce petit bonhomme pas si impressionnant que ça a réussi à faire passer Heisenberg dans Breaking Bad pour un petit joueur. Joué par Giancarlo Esposito, Gus Frings apparaît dans la saison 2 de Breaking Bad et est présenté comme le patron d'une chaîne de restaurants installée à Albuquerque, Los Pollos Hermanos. Originaire du Chili, Gus Frings est en fait un baron de la drogue qui réussit à écouler sa marchandise grâce à sa chaîne de restaurants. Gus va vite devenir l'ennemi principal de White.
Et la guerre qui va être lancée va faire un nombre de victimes assez impressionnant. C'est lui qui va vraiment lancer la frénésie de Walt et créer le mythe d'Eisenberg que personne n'a encore oublié. On ne peut pas parler de sadisme. Il ne prend pas plaisir à tuer, mais n'a aucune limite dans les actes qu'il commet pour mener à bien sa petite entreprise. Un traître ou une balance est pour lui un obstacle et il n'hésite pas à l'éliminer de la manière la plus terrifiante qui soit pour faire passer le message. Quand il apparaît dans Breaking Bad pour la première fois, il n'apparaît qu'en fond et n'est même pas remarqué par Jesse et Walt. Gus Frings est lui aussi un homme à double vie. D'un côté, c'est un petit homme pas vraiment impressionnant, membre respectable de la société, qui est patron d'entreprise, et de l'autre, c'est l'un des plus grands barons de la drogue jusqu'à l'arrivée de Walter White. Il gère des centaines de criminels et les tient sans jamais avoir à hausser le ton. Un patron qui n'a pas besoin de rappeler qu'il est un patron est le maître du jeu. Gus Frings est une machine. Il organise un empire de la drogue à lui seul, de son petit restaurant au fond d'Albuquerque. C'est aussi un stratège qui donnera du fil à retordre à Walt et Jesse. Il est sûr de lui parce qu'il a mis en place un système qui fonctionne comme une machine. Il n'a pas besoin de le montrer parce que tous ceux qui sont autour de lui savent qu'ils peuvent finir dans un hamburger s'ils foirent leur part du marché. Concernant le compteur des morts qui lui sont reprochés, ce n'est pas impressionnant en lien direct, mais à cause de cette guerre et des victimes de la drogue qu'il a pu provoquer dans la région et dans l'État tout entier, on peut parler en dizaines de milliers de morts. Fille de Tywin Lannister, Cersei devient rapidement reine des 7 couronnes après avoir épousé et enterré Robert Baratheon. Elle est interprétée par Lena Headey. On passe sur sa relation incestueuse avec son frère Jaime, mais Cersei devient au fil des saisons de Game of Thrones l'un des personnages les plus dangereux du royaume. Elle paraît douce et son physique la rend inoffensive, mais prenez note qu'il ne vaut mieux pas se retrouver sur le chemin de la froide Cersei. Comme pour Joffrey, on ne peut pas parler d'impact sur le héros au départ de Game of Thrones, mais plus on s'approche de la fin et plus 2 camps précis se dessinent, et on peut dire qu'elle devient à elle seule l'équivalent de l'empereur dans Star Wars. Elle va pousser tellement de personnages à la haïr qu'elle tient la corde comme patronne de cette catégorie. On ne citera que Jon, Arya, surtout Arya d'ailleurs, Sansa, Daenerys, Tyrion, même Jaime et tellement d'autres que j'ai pas le temps de les citer. La priorité de ses actes est de sauvegarder sa famille et avant tout ses enfants qu'elle aime plus que tout. Un peu trop proche de son frère jumeau, et pas vraiment assez proche de son frère Tyrion, elle agit sans aucune morale et aucune limite pour arriver à ses fins. On ne peut pas vraiment parler de sadisme, mais ses petits sourires à des moments dramatiques lui donnent quand même quelques points bonus dans cette catégorie. C'est une femme dans un monde d'hommes qui ont l'habitude d'être gérés par d'autres hommes plus forts ou plus puissants qu'eux. Pourtant, elle réussit à tenir à elle seule toute la capitale et un royaume qui ne tient que par un fil. À côté de Daenerys, elle a le charisme d'un phasme, mais le comparatif n'est pas juste. Personne ne peut lutter contre Khaleesi, c'est un stratège, et elle sait mener sa barque pour tenir son royaume et se maintenir au pouvoir malgré les attaques qui viennent de tous les côtés. Rien que le fait de survivre à Port-Réal est un exploit en soi. J'ai d'ailleurs la réaction de Ned Stark sur le sujet. Je suis Eddard Stark, seigneur de Winterfell et main du roi. Elle essaye un peu trop souvent de rappeler aux autres son pouvoir pour croire qu'elle le détient vraiment sans partage. Elle a quand même ce regard froid qui montre une assurance glaçante. Et accordons-lui quand même qu'il faut en avoir pour se balader à poil dans toute une ville pendant une journée entière. Concernant son compteur perso d'élimination humaine, on peut attribuer à Cersei plus d'1 millier de personnes, en incluant l'explosion qu'elle a déclenchée dans le septuaire de Baelor à Port-Réal, où se trouvait toute la famille Tyrell, une bonne partie des religieux et de la cour de la capitale. Le feu s'est étendu dans les rues alentours, donc une partie de la population a également été emportée dans l'explosion. Et indirectement, elle a aussi provoqué le suicide de son fils Tommen, qui vaut plus 1000. On change de maison mais pas de série, car c'est Ramsay Bolton ou Ramsay Snow qui monte une place au-dessus de la belle et terrifiante Cersei dans les pires vilains des séries TV. Ramsay est le fils bâtard de Roose Bolton et il est interprété par Michael McElhatton. À la recherche de l'approbation de son père, Ramsay est prêt à tout pour devenir ce qu'il a toujours espéré être, un vrai Bolton. Repousser les troupes de Stannis, prendre d'assaut Winterfell ou encore affronter l'armée menée par Jon Snow dans la bataille des bâtards. Dans chacun de ces événements, Ramsay aura été capable d'agir de manière sadique et sans aucune pitié pour la vie humaine ou la dignité de ses adversaires. Je pense qu'il y a un témoin que les personnages de Game of Thrones se transmettent dans la course de relais du pire être humain de la planète. Peu de temps après la mort de Joffrey, Ramsay est sorti du lot dans le rôle de personnage le plus détesté par les spectateurs de la série. En même temps, il y a mis du sien dans le cadre des actes complètement psychotiques et choquants. Comme Cersei, il aura un impact sur plusieurs personnages clés comme Sansa ou Theon bien sûr, mais aussi sa sœur Yara et Jon Snow dans l'une des batailles les plus épiques de l'histoire de la télé. Son compteur de mort ne s'élève pas tout à fait aussi haut que la reine mère de Westeros, mais c'est surtout le détail des personnes tuées ou torturées et aussi la manière utilisée qui font monter Ramsay d'un cran dans ce classement.
ce qui place Ramsay dans le top 5 des pires vilains, c'est cette petite lueur dans le regard à chaque fois qu'il a la vie d'un ennemi ou d'une proie entre ses mains. La scène qui représente le plus ce sadisme est l'exécution de Rickon sous les yeux de son frère John, qui avait un faible espoir de le sauver de cette flèche implacable. N'oublions pas l'épisode le plus dingue de la saison 4 et la torture sans pitié de Theon en le transformant en simple animal de compagnie presque jusqu'à la saison 7. Le charisme n'est pas exactement le point fort du personnage. Ramsay a de hautes ambitions qui vont causer la mort de nombreux membres de sa famille dans des circonstances toutes plus glauques les unes que les autres, mais il n'est pas fait pour diriger une armée juste par son influence sur les masses. Voilà pourquoi il a lui aussi besoin de la terreur pour les mener à la baguette. Il est futé, il est stratège et il a un talent pour trouver la manière de mourir la plus douloureuse pour sa proie. Il a quand même réussi à défaire les troupes de Stannis, de Jon Snow, jusqu'à l'arrivée de renforts inespérés, et il a été capable de lancer une marche sur Winterfell et faire prisonnier celui qui pensait être son geôlier. Ramsay est une tête pensante et un être machiavélique, prêt à tout pour faire oublier son statut de bâtard. Il a trop d'assurance. C'est ce qui cause sa chute alors qu'il avait tout en main pour devenir le seigneur qu'il avait toujours rêvé d'être. Ramsay connaît ses compétences et ses faiblesses, et il a un talent pour rappeler à tout le monde autour de lui qu'il est capable de tuer tout le monde à tout moment et de la manière la plus tordu qui soit. Son compteur de mort ne s'élève pas tout à fait aussi haut que la reine mère de Westeros, mais il a quand même à son actif plusieurs centaines de morts directes ou indirectes. La bataille des bâtards a un peu aidé dans le conte, mais durant toute sa vie, il a pratiqué les actes de torture et les exécutions les plus sadiques qui existent. C'est là aussi plus la manière que le conte qui importe pour Ramsay. La flèche qui atteint Rickon valait à elle seule pour 100 morts. Il n'est que 3e dans ce classement parce que ce n'est encore qu'un mini-vilain dans la ville de Gotham, mais Jeremiah Valeska, alias le Joker qu'on retrouvera plus tard dans les aventures de Batman, a un potentiel de destruction tellement impressionnant qu'il pourrait être à la tête de ce classement dès la fin de la saison prochaine de la série sur la Fox. C'est le frère jumeau de Jerome Valeska que tout le monde voyait comme le futur némésis de Batman, mais le twist de la saison 4 nous a tous montré qu'il ne fallait pas se fier aux indices évidents et que des surprises pouvaient arriver à tout moment. Il est interprété par Cameron Monaghan, qui a fait ses débuts remarquables dans Shameless. Qualifié à plusieurs reprises comme le 2e plus grand méchant de l'histoire de la bande dessinée, le Joker n'en est ici qu'à ses débuts, et sa première action vise tout simplement à détruire la quasi-totalité de la ville de Gotham pour la faire renaître de ses cendres. Le résultat pour l'instant est l'isolement total de la ville, et donc sa transformation en une jungle où va régner le crime, avec très certainement à sa tête le plus grand esprit tordu de l'histoire des BD. Sa relation avec Bruce Wayne va à elle seule être le point de départ de l'aventure du Batman que nous connaissons tous. Jeremiah Valeska, alias le futur Joker, connaît les faiblesses de son frère et ne veut pas emprunter le même chemin de folie qui l'a poussé dans la tombe. Il a les mêmes volontés de mort, mais il voit les choses de manière plus pragmatique et surtout veut que chaque mort soit teintée d'un humour le plus noir qui soit. Il aime le show et veut que ses crimes soient vus, qu'ils soient ressentis par tous et que Bruce soit touché personnellement par la souffrance. Il réussit à lui seul à lancer un courant de pensée dans Gotham, une philosophie qui lui survivra quoi qu'il arrive. Il sait toucher le peuple comme le milieu du crime, les riches comme les pauvres, en utilisant la corde sensible de chacun, l'envie et la jalousie. Il n'a pas besoin de provoquer la peur pour se faire suivre de milliers de personnes, et c'est ça qui fait de lui un ennemi sans précédent pour notre futur Batman qui est condamné à rester dans l'ombre quoi qu'il arrive. C'est la grande différence qui l'écarte du chemin de son frère, qui était déjà un taré assez futé pour organiser des plans incompréhensibles pour la majorité. Jeremiah a la froideur d'un serpent et l'intelligence d'un stratège militaire. Il sait poser ses pions pour organiser des plans impossibles à déjouer. En plus de ça, il a l'habileté de choisir ses alliances en sélectionnant des futures têtes d'affiche pour grimper dans le milieu du crime à Gotham. C'est un cerveau qui va mettre à mal ses victimes pendant des années sans jamais être éliminé. Jeremiah connaît ses compétences et il sait qu'il peut jouer contre les esprits les plus fins des forces de l'ordre ou des justiciers de l'univers d'ici. Il sait et adore sa capacité à pouvoir expliquer à ses ennemis comment ils vont mourir sans qu'ils ne puissent rien y faire. Les victimes de Jeremiah restent assez peu nombreuses pour l'instant, mais comme je l'ai dit, son potentiel de destruction est tellement gigantesque qu'on peut déjà parler de milliers de victimes à venir dans la ville de Gotham ou à ses environs. C'est une sorte d'investissement sur l'avenir. Je pense que la saison 5 de Gotham va nous proposer pour Jeremiah les actes les plus terribles qui soient. Dans mon système de notes de ces terribles personnages de l'histoire de la télé, on peut dire que Moriarty coche quasiment toutes les cases sans aucune limite. Le professeur Moriarty est imaginé par Arthur Conan Doyle dans les aventures de Sherlock Holmes comme un brillant mathématicien qui a travaillé sur certaines œuvres qualifiées comme des références pour les mathématiciens d'aujourd'hui. Dans la série de la BBC, Moriarty est interprété par Andrew Scott et il y est un consultant pour le monde du crime à l'opposé total du rôle de Sherlock. Son impact sur le spectateur où le héros est déterminant.
C'est lui qui construit petit à petit le personnage de Sherlock Holmes en le mettant face à des choix qui changeront à jamais sa manière d'enquêter ou de voir ses suspects. Ce qui le fait grimper aussi haut dans le classement, c'est le fait qu'il soit bien plus qu'un simple vilain. Il est le seul à pouvoir affronter le héros à son niveau et ça fait de lui le centre de l'histoire, le fil rouge qui va construire le grand Sherlock Holmes. Son sadisme est sans limite, parce qu'il est un maître à penser en termes de plans visant à voler, tuer ou enlever telle ou telle personne. Un personnage qui peut être recruté par les plus gros criminels de la planète comme consultant en matière illégale impose quand même le respect. Non seulement il est dangereux, mais en plus il est reconnu par les plus dangereux qui existent comme un maître en la matière. Charismatique, même le clan de Negan le suivrait à la botte comme des petits chiens sans qu'il n'ait jamais eu à menacer qui que ce soit ou à sortir le moindre couteau à beurre pour inquiéter quelqu'un. Moriarty sait utiliser les faiblesses ou les penchants de chacun pour parvenir à ses fins et grâce à ça, il fait partie des criminels les plus meurtriers au monde. Concernant l'intelligence et l'assurance, je crois qu'il n'y a rien à démontrer. Il est le seul criminel sur Terre à pousser Sherlock Holmes dans ses derniers retranchements grâce à des plans qui feraient passer le scénario d'Inception pour une liste de courses sur un petit post-it. Pour terminer, son potentiel meurtrier n'est pas à démontrer. Il est inarrêtable et travaille avec et pour tout le milieu du crime dans le monde entier. Ses victimes se comptent potentiellement en millions à voir l'étendue de ses capacités. Moriarty a lui aussi été qualifié dans le top historique des pires vilains de l'histoire quasiment à chaque fois sur le podium final. Que ce soit au cinéma, dans la littérature ou à la télévision. Il n'y a eu que 4 saisons de Sherlock et il n'apparaît que très rarement, avec à chaque fois un impact décisif sur notre héros ou sur les civiles victimes potentielles. On est presque au top du vilain et la barre est déjà tellement haute. Je suis certain que mes choix ne vont pas satisfaire tout le monde et que certains auront un classement totalement différent. Mais certains de mes choix sont subjectifs et c'est assumé. Concernant le top 1, c'est tout d'abord l'acteur qui incarne ce vilain qui m'a décidé, car j'adore Vincent D'Onofrio, qui est pour moi l'un des meilleurs acteurs de série que je connais aujourd'hui. Dans la série Daredevil, Wilson Fisk alias Kingpin, ou le Caïd, est un maître du crime dans la ville de New York. Richissime grâce à ses activités liées à la drogue ou au gang et à la violence, il est capable d'exécuter à peu près qui il souhaite sans aucun délai. Je mettrai en avant 2 qualités principales pour ce personnage parce que selon moi ce sont les 2 qualités qui font les vrais némésis de héros dans les séries ou les films. Tout d'abord le charisme. Wilson Fisk est un homme politique qui sait mener les foules entières et les diriger même si tout le monde connaît ses activités criminelles. Ensuite l'intelligence. Fisk est un véritable joueur d'échecs, capable de mettre en place un plan sur 4 ou 5 niveaux de réflexion en anticipant à plus de 10 coups d'avance sur ses ennemis. Il est capable de retourner toute la population de New York qui était prête à le lapider en place publique pour ensuite se faire ovationner après un discours où il se fait passer pour la victime des médias. Il est capable de faire basculer à l'opposé l'image que le public peut avoir de Daredevil en 1 ou 2 événements bien médiatisés et enfin organiser à lui seul de l'intérieur de sa prison la prise de pouvoir sur toute la pègre new-yorkaise en plaçant ici et là ses pions sans jamais avoir été remarqués. Wilson Fisk est indétrônable et est capable d'affronter au même moment dans les comics des adversaires comme Spider-Man, Daredevil ou le Punisher, sans qu'il n'ait jamais eu de super pouvoir et surtout sans jamais avoir véritablement peur pour son futur. Fisk a beau avoir des raisons qui paraissent presque logiques quand il essaye de justifier ses actes, on se rend vite compte qu'il n'a qu'une motivation, grandir comme une épidémie sur la ville de New York et il prend un plaisir totalement sadique à développer son univers du crime à l'aide de centaines de milliers de dollars. Et en ce qui concerne la violence, Fisk aime tuer de ses propres mains quand il doit le faire. Pour lui, la violence est un plaisir sensuel qu'il doit ressentir pleinement. Son visage dans ces moments se transforme en une sorte d'extase de violence qui le fait atteindre des sommets de plaisir pas du tout coupables. Il sait ce qu'il fait, il sait quelle souffrance il administre, et plus il en distribue, plus il prend de plaisir. Je crois qu'il représente à lui seul la définition du sadisme. Dans la série Netflix, le Kingpin réussit à toucher directement ou indirectement tous les personnages importants de l'aventure. Daredevil bien sûr parce qu'il représente son ennemi principal, la tête qu'il doit faire tomber pour sauver la ville qu'il espère protéger de cette vague de crimes qui la submerge irrémédiablement. Mais il touche et construit aussi Karen, car tous ses actes sont liés aux activités de Fisk et elle cherche elle aussi à le faire tomber une bonne fois pour toutes et arrêter cette ascension qui ne peut malheureusement pas être stoppée. Il est en fait le centre de l'histoire de Daredevil et tous les événements sont liés à lui. Son plan est tellement machiavélique qu'il aura finalement un impact sur la quasi-totalité de la population de New York. Bien sûr, comme c'est un vilain, il faut bien le remettre en prison de temps en temps, le museler en utilisant son amour pour la belle Vanessa, mais il est indétrônable et le compteur de ses victimes reste encore en suspens. Même s'il n'a pas directement éliminé des milliers de personnes, il est le patron d'un groupe capable de tuer ou de torturer des millions de personnes, sans que la justice ne puisse jamais vraiment l'inquiéter.
Merci à vous d'avoir passé quelques minutes sur ma vidéo, j'espère que mon travail vous a plu. Je propose comme à chaque fois maintenant un petit vote pour que vous choisissiez la prochaine vidéo qui sera publiée sur ma chaîne. Donc vous avez le choix cette fois-ci entre ma critique de Homecoming avec Julia Roberts sur Amazon Prime ou celle de Narcos Mexico sur Netflix. Cliquez pour voter ou donnez votre choix dans les commentaires. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, certains ne seront pas d'accord avec moi et libre à vous de me proposer votre classement et de m'expliquer pourquoi je me suis planté si vous n'êtes pas d'accord. Donnez-moi tout ça dans les commentaires et trouvez-moi de pire vilain que cela. Par contre, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne autour de vous et à consulter ma page Tipeee si vous avez quelques pièces en trop dans votre porte-monnaie. Comme je le dis à chaque fois, commentez, surtout si vous n'êtes pas d'accord, c'est avec plaisir que j'en discuterai en esquivant les quelques insultes que vous me réservez parce que j'ai oublié Ben Linus, Nina Myers ou encore Lex Luthor. En attendant, comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et partagez sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.